Et bonjour, bienvenue toujours en direct de ce marathon de débat pour repenser l'immobilier. 8 tables rondes, 8 thématiques clés avec les personnalités importantes du secteur. C'est FNAIM Top Chrono et nous voici pour la 7e table ronde. Le secteur immobilier est en pleine transformation, porté par l'innovation numérique et l'exploitation des données. Les métiers traditionnels doivent aujourd'hui intégrer ces nouveaux outils pour rester performants, tout en évitant une déshumanisation des relations. Cette révolution silencieuse ne remplace pas les professionnels, mais elle révèle leur expertise et leur capacité à s'adapter. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme de Champsavin. Bonjour. Bonjour Bérénice. Président adjoint de la FNAIM, Stéphane Scarella. Bonjour. Directeur du RENT. Bonjour Bérénice. Et ambassadeur, un nouvel ambassadeur. De l'IA. De l'IA. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. David Chouraki, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier. Merci messieurs d'être avec moi pour cette table ronde. Donc on va parler innovation, intelligence artificielle, des mots qu'on entend beaucoup en ce moment, qui excitent autant qu'ils font peur. Bon, pour commencer le débat, Jérôme, vous qui représentez les professionnels et vous êtes aussi à la tête d'une agence, quel retour du terrain pouvez-vous nous partager justement sur l'innovation dans les métiers traditionnels ? Je prendrais plutôt mes fonctions de président adjoint de la fédération pour parler de l'innovation dans nos métiers. Ce que l'on peut constater évidemment, c'est que l'innovation impacte tous les métiers de l'immobilier, que ce soit évidemment le syndic de copropriété, l'administrateur de biens, le transactionnaire. Il impacte nos entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur organisation. Et on l'a vu sur cette journée Top Chrono, les ateliers ne sont pas complètement terminés, mais on peut déjà tirer un bilan important de ce que vit l'immobilier. Le contexte politique, le contexte économique, les contraintes législatives, l'existence d'exigences de notre clientèle. Tout ça fait que l'innovation ne peut pas être quelque chose mise de côté. Cet atelier que nous avons aujourd'hui avec David Chouraki et Stéphane Scarella va en être un exemple. L'innovation aujourd'hui fait partie de notre quotidien, fait partie de la manière dont on doit concevoir notre entreprise aujourd'hui et demain. Alors après, évidemment, il y a l'IA. L'IA, est-ce que c'est encore la peine d'en parler ? Elle fait partie intégrante de nos process, de nos organisations et des outils qu'aujourd'hui on met en place. Alors je pense que c'est important d'en parler. C'est d'ailleurs le thème du RENT cette année. Alors c'était déjà le thème l'année dernière, mais là cette année c'est... Elle est pas mal ma transition. Meilleur allié, meilleur ami. C'est ça ? Non. Non, dites-moi. Meilleur ami, meilleur ennemi, point d'interrogation voilà. dans les deux cas. C'est ça, la baseline de cette année. Ouais. Pourquoi ? Parce que, vous avez raison de rappeler que l'an dernier, on avait beaucoup de prospectives, on nous annonçait des choses autour de l'IA, des innovations dans telle et telle strate, telle et telle couche de l'immobilier. Et cette année, il y a beaucoup d'applicatifs qui sont sortis. Et vous parliez, je crois, de révolution silencieuse, c'est ça, tout à fait. Ce que vous avez employé comme terme tout à l'heure. Moi, je parle souvent de tsunami, parce que ça va à une telle vitesse qu'aujourd'hui, quels que soient les métiers que vous adressez dans l'immobilier, quel que soit l'endroit où vous bossez dans la chaîne de valeur, il y a de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Donc, effectivement, il ne faut plus en parler, il faut se l'approprier. Une révolution, ça s'embrasse. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en exergue sur RENT, avec pas mal de conférences évidemment sur l'IA, mais beaucoup d'applicatifs, quels que soient les métiers, avec des choses qui tournent déjà très bien. Et puis l'autre revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, c'est que oui, il faut faire attention. Oui, il y a quelques écueils qu'il faut surveiller. Je pense à la data, je pense à la souveraineté des données, je pense à la véracité de l'information. Tout ça, il faut regarder de près pour faire en sorte que le mariage soit parfait. Juste, comme le RENT, on peut dire que c'est devenu l'événement incontournable de la PropTech, de l'innovation immobilière. Vous êtes un peu le témoin privilégié de cette transformation. Aujourd'hui, justement, comment le salon a évolué ? Qu'est-ce que ça dit surtout de la maturité du secteur ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux autres années ? Nous sommes le miroir de l'industrie et surtout le miroir de l'usage. C'est l'usage que font les professionnels de l'innovation qui nous pousse à essayer d'aller encore plus loin avec eux
pour regarder ce qui se fait ou ailleurs, dans d'autres pays européens ou de l'autre côté de l'Atlantique, et puis essayer surtout de leur apporter des solutions, parce qu'il y a des gens qui sont très au fait, bien évidemment, des grandes organisations comme la FNEM ou des grands industriels comme le Crédit Agricole, qui sont très au fait, qui ont des cellules d'innovation, des gens qui travaillent là-dessus. Et puis, il y a l'agent immobilier, le mandataire, le promoteur, le constructeur local, qui, lui, n'a pas toujours les outils, les équipes pour s'approprier cette innovation et cette intelligence artificielle. Alors justement, qui de mieux que le Crédit Agricole Immobilier justement pour être notre témoin sur le terrain, un grand groupe comme celui-ci, solide, pour nous parler des innovations. Alors David, comment vous choisissez ce qui doit être automatisé ou ce qui doit rester entre guillemets humain entre les mains des équipes ? Alors nous, on consomme, si on parlait intelligence artificielle, on peut parler digitalisation de façon plus globale ou utilisation des données. Sur l'intelligence artificielle, on consomme de trois manières. La première manière, c'est que on consomme l'intelligence artificielle qui est installée dans les logiciels qu'on a déjà et qui se développent. Le premier, c'est le téléphone. C'est les applicatifs basiques qu'on peut avoir au quotidien. C'est pas forcément visible, mais en réalité, tous les logiciels qu'on utilise, tous les éditeurs aujourd'hui vont utiliser l'IA pour améliorer les services qu'ils nous proposent. La deuxième manière dont on consomme l'IA, c'est de manière assez rustique, c'est d'essayer d'utiliser dans la bureautique au quotidien les usages qu'on connaît à titre personnel, c'est-à-dire ce que vous faites chez vous avec ChatGPT pour aller lire un gros document, faire une synthèse, repérer de l'information, faire un email qui tient debout en 5 minutes alors qu'il aurait peut-être fallu 30 minutes pour le réaliser. Ça, c'est l'application d'IA la plus rustique, mais la plus efficace aujourd'hui à l'heure où on se parle, parce qu'en réalité, c'est beaucoup de temps de gagner. Quand on dit technologie versus humain, c'est évidemment technologie et l'humain, mais c'est du temps de gagner pour un gestionnaire locatif, un gestionnaire de copropriété qui va passer avec ses clients. C'est-à-dire que je passe pas 30 minutes à rédiger un document compliqué en face de mon écran, je vais plutôt passer 5 minutes et du coup je vais être capable d'être sur mon immeuble, de travailler avec mes copropriétaires, de travailler avec des locataires ou des propriétaires. Et puis la dernière façon de consommer l'IA, c'est de penser à l'industrialisation de notre métier, qui est un métier finalement qui sort un peu de l'artisanat quand même, et c'est de savoir comment on industrialise, on automatise le maximum de tâches. Donc ça peut être par exemple monter des chatbots pour que des clients locataires, des clients copropriétaires puissent rapidement avoir une information assez précise. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement, ça veut dire être capable de mettre à disposition de l'information, ça veut dire être capable de gérer des dossiers de solvabilité en détectant des fraudes de manière beaucoup plus simple, parce que la machine va avoir analysé le dossier et va avoir donné un feu vert, un feu orange, un feu rouge sur un dossier. Donc voilà, les trois façons dont on le consomme, c'est ça. De façon indirecte, parce que les éditeurs qui sont nos fournisseurs ont déjà intégré un certain nombre d'innovations, de l'innovation qu'on va chercher plutôt dans de la bureautique, mais qui est aujourd'hui le vrai sujet d'accélération dans nos organisations. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout former les équipes à comment utiliser au mieux cette intelligence artificielle, en encadrant les usages, en faisant attention à ce que les données de l'entreprise, qui sont les données de nos clients, ne sortent pas sur des serveurs externes. Donc on a tout un enjeu de sécurité aussi de la donnée qu'on utilise, et puis de transformation de nos métiers, en se disant finalement qu'est-ce qu'on peut automatiser dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont évidemment équipés de beaucoup d'informatique, mais parfois qui sont très manuels. Et l'intelligence artificielle, là-dessus, va avoir plein d'usages pour automatiser beaucoup de process. Alors j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est que vous parlez de la formation des collaborateurs pour utiliser l'intelligence artificielle. Alors est-ce que cette formation, elle est obligatoire ? Est-ce que vous la rendez obligatoire en interne ? Ou est-ce que c'est pour les collaborateurs qui le veulent ? Est-ce qu'il y a des réticences en interne ? Alors aujourd'hui, non, il y a beaucoup d'attentes.
Il y a D'accord. énormément d'attentes, à la fois des collaborateurs et puis des clients sur l'usage de l'IA pour être capable, par exemple, de faire une visite d'un immeuble pour un gestionnaire et d'être capable, à un moment donné, de parler à son smartphone sur ce qu'il voit, sur les désordres qu'il voit, être capable rapidement de prendre des photos et être capable de rentrer à l'agence en étant capable de faire un compte-rendu très rapide, intelligent, de sortir les ordres de service, voire de déclencher et de valider des ordres de service et d'envoyer un compte-rendu à son client. J'allais dire que tout ce qu'on faisait entre guillemets manuellement, on va être capable d'être assisté. Donc il y a beaucoup de demandes des collaborateurs là-dessus. Je pense qu'il faut aussi avoir des bonnes pratiques. Il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle de la mauvaise manière. D'abord, on le sait, les chatbots peuvent répondre des bêtises. Donc, ça veut dire qu'il faut garder une vision très critique de ce que nous rend l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, encore une fois, la sécurité des informations est extrêmement utile. Je pense qu'effectivement, on va généraliser des formations à l'IA pour gagner du temps. Vous savez, ça fait partie... c'est comme si on disait tiens, on va installer des téléphones dans les agences alors que les gens ont déjà des téléphones chez eux pour les applications privées. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle, donc il va falloir qu'on l'implémente de façon généralisée dans les entreprises. Et c'est intéressant ce que vous dites. Ce matin, j'ai entendu alors, chez nos confrères de BFM Business qu'en effet, en fait, il fallait se méfier parce que l'intelligence artificielle, elle a été créée, conçue par le développeur pour être agréable avec l'utilisateur, donc nous, et donc parfois peut nous induire en erreur, c'est-à-dire pour pas trop nous contrer, dire ah bah oui c'est vrai tu as raison, alors qu'en fait c'est totalement faux. Donc faut faire attention, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit. Donc la deuxième question que j'avais concernant ce que vous disiez sur les données qui sont quand même sensibles, hein, vous êtes le Crédit Agricole, vous avez, voilà, on imagine tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous développez, vous utilisez des intelligences artificielles que vous développez en interne? Est-ce que c'est vos propres intelligences artificielles? Oui, alors le Crédit Agricole, en effet, développe des applicatifs propriétaires d'intelligence artificielle dans des infrastructures qui sont sécurisées et qui sont elles-mêmes propriétaires. Ce qui nous permet d'utiliser toute la force de l'intelligence artificielle, mais de sécuriser totalement les applications qu'on en a. D'ailleurs, ça prend du temps parce que c'est de l'investissement, bah oui. parce qu'à un moment donné, il faut choisir ses combats, mais c'est un choix très fort que le Crédit Agricole a fait pour être maître des données dans l'usage des données qui sont utilisées par l'intelligence artificielle. C'est une force et ça rassure le client. Oui, c'est quelque chose... alors, aujourd'hui, c'est à la fois ce que le client demande, parce que je pense que le client n'a pas envie que ces données soient exposées de manière aléatoire sur le web. Et puis... c'est aussi la qualité de l'information qu'on va recueillir. C'est-à-dire que on a, vous l'avez dit, une fiabilité de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui relative et qui d'ailleurs, si on en croit les dernières études, se dégraderait plus tôt. Hein, d'accord ? Donc, il faut qu'on soit très très prudent, à la fois en termes de fiabilité et de sécurité. Donc, nous, on a fait un choix qui est parfois un petit peu compliqué, à la fois en termes d'investissement puis en termes d'agilité, de sécuriser sur des infrastructures propres au Crédit Agricole l'ensemble de nos applicatifs. Jérôme, est-ce qu'il y a des inconvénients à utiliser à mettre à disposition plutôt l'intelligence artificielle à disposition de ses collaborateurs? Est-ce que voilà, ça peut inciter certains collaborateurs peut-être à moins faire? Est-ce qu'il y a un revers de la médaille? Je pense que intelligence artificielle ou outils innovants fait partie aujourd'hui des éléments qui permettent d'aller plus vite, permettent de gagner en autonomie et gagner en professionnalisation. L'intelligence artificielle n'apportera un bénéfice qu'à partir du moment où celle-ci est utilisée intelligemment. Celui qui est partisan du moindre effort, que ce soit l'IA ou tout autre outil, n'optimisera pas ce même outil. Donc pour moi, l'IA n'a que des travers si derrière on n'y met pas toute la compétence et toute la
l'expérience de ce même collaborateur à interroger. Alors si on parle évidemment du prompt, on en a parlé déjà, j'imagine, dans de nombreux ateliers et conférences et webinaires. L'intelligence artificielle, c'est la qualité du prompt et c'est la qualité de celui qui est derrière la machine. Et qui est derrière la machine, c'est le professionnel. Donc s'il est performant, l'intelligence artificielle ne fera que augmenter cette performance et ne lui permettra que de prendre le meilleur. Donc il n'y a pas de réticence. Par contre, il y a de la formation, il y a de la pédagogie. Vous avez une magnifique machine à calculer. Si vous ne savez pas utiliser les touches scientifiques, elle vous servira à rien. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça nécessite un apprentissage. Ça nécessite cette prise de recul. On parlait tout à l'heure des hallucinations que pouvait générer l'IA. Si on n'en est pas conscient, eh bien on peut faire de graves erreurs. Donc non, il n'y a pas de réticence à avoir. Il faut que déjà il y ait cette prise de conscience que le train il est parti, comme le disait Stéphane, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que finalement on n'en parle plus parce que ça devient une évidence, mais c'est pas parce que ça devient une évidence qu'il faut pas être conscient que son usage est devenu une habitude qu'il faut maintenant exploiter. Je pense qu'on est dans une phase où aujourd'hui on l'utilise par soi-même dans des petits outils, mais que demain, et même aujourd'hui, ces mêmes outils auront implémenté l'IA et qu'on l'utilisera sans même s'en apercevoir. On le voit bien dans Word, dans Excel. Aujourd'hui, il y a la fonction IA qui va vous permettre d'aller sélectionner des formules, qui va vous permettre... Voilà. Et ça, c'est déjà de l'IA, et donc déjà, elle est présente chez nous. Donc, il n'y a pas de réticence sur l'usage, bien au contraire. Bien au contraire. C'est vrai que l'IA, on en mange un peu partout. On voit sur notre portable, vous le disiez, David, toutes les applications maintenant, WhatsApp, etc. Partout, il y a de l'IA. Stéphane, on va parler d'un sujet qui fâche. Beaucoup de startups avaient promis de révolutionner l'immobilier avec justement des solutions innovantes, de l'IA, mais ont mis la clé sous la porte. Je ne vais pas en citer quelques-unes, mais voilà, on en a en tête. Quelles leçons en tirer? Qu'est-ce que ça dit du marché? Est-ce que c'est un marché qui ne peut pas être disrupté? Est-ce que on peut apprendre justement sur ces échecs? Est-ce que peut-on dire justement de ces innovations dans l'immobilier? Beaucoup de questions dans votre question. Oui, désolé, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Alors, le fait qu'il y ait des startups qui n'aillent pas au bout de l'aventure, je veux dire, c'est tout à fait normal. C'est le jeu. Et c'est d'ailleurs, la plupart du temps, pas du tout à cause de la pertinence de leurs innovations. C'est plutôt pour d'autres raisons, de gestion, d'être en avance de phase, d'offres qui n'a pas rencontré la demande. Mais ça, c'est le jeu, je dirais, de cet écosystème-là. Des innovations très tôt, des boîtes très peu matures qu'il faut financer. Donc, c'est pas toujours à cause de leur innovation. C'est souvent d'ailleurs à cause d'autres éléments qu'elle périclite. L'autre question, c'est de dire, moi, je trouve que, et c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Google qui disait ça. Il disait il y a eu 3 révolutions. L'arrivée d'Internet, les années 2000, ça prend un certain temps. Et ça a pris du temps avec le recul. Et cette digitalisation de nos métiers immobiliers a pris du temps. Il y a eu l'arrivée du mobile, ça a été beaucoup plus vite. Là, il y a l'arrivée de l'IA. Et je disais tout à l'heure que c'est un tsunami, c'est-à-dire que tous les 8 jours, ce qu'on vous a raconté la semaine d'avant, c'est déjà has-been. Et c'est ça qui est compliqué parfois pour les professionnels à appréhender. Comme je disais tout à l'heure, le dernier maître, l'agent immobilier qui est dans son agence au centre de la France, il n'a pas toujours ni l'écho, ni les outils, ni la formation pour justement aller au rythme de l'innovation. Et moi, je vois que l'innovation, elle va très, 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 très vite. Et l'adoption de cette innovation va très vite aussi. David parlait tout à l'heure de chatbot, etc. On est déjà sur des solutions conversationnelles qui permettent de rendre des services à la fois professionnels et aux porteurs de projets de l'autre côté, qui lui attend une instantanéité de manière considérable. Je prends un exemple concret, vous êtes sur votre canapé, on est dimanche, vous regardez un appartement neuf, Crédit Agricole immobilier, vous faites une demande, bim, dans les 10 minutes, il y a des solutions pour que, ou on vous rappelle, ou on vous envoie un WhatsApp. Et il y a une intelligence artificielle qui commence à converser avec vous pour qualifier un peu votre projet, jusqu'à prendre un rendez-vous avec vous et le mettre dans le rendez-vous du commercial Crédit Agricole, qui lui ne sera là que le mardi, par exemple. Mais
on vous a répondu tout de suite. Donc ces intelligences artificielles-là, conversationnelles, elles existent déjà. Il y a plein d'autres exemples que je peux donner comme ça. Encore une fois, il y a des sujets de search, par exemple. On dit que le search est mort. C'est aussi le patron de Google qui dit ça. Search is dead. Ça questionne beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui sur un portail immobilier, vous avez une habitude de rechercher 4 pièces, 2 chambres, salle de bain, bam, bam, bam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et de plus en plus de gens, qui ne veulent plus chercher comme ça. Ils sont sur ChatGPT, ils sont sur Perplexity, ils sont sur Mistral, et ils discutent avec leur meilleur ami. J'aimerais bien acheter une maison à Nantes. Est-ce que tu peux me dire un petit peu la tendance des prix sur Nantes depuis 2 ans ? Et quels sont les quartiers les plus intéressants, blablabla. Et je discute avec mon nouveau meilleur ami qui est ChatGPT ou Perplexity. Et je cherche de l'immobilier comme ça aujourd'hui. Ces plateformes-là, elles commencent à avoir une audience. Et l'expérience utilisateur de consommer de l'immobilier sur ces plateformes n'est pas du tout la même que le formulaire Se Loger, Le Bon Coin ou que sais-je. Donc, mettez-vous à la place d'un portail aujourd'hui. Il faut se remettre en question. Une conférence sur Rent aussi avec les patrons de portail. Ils se questionnent aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand le patron de Google vous dit « Search is dead, agent is coming », c'est vrai d'abord pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'utilisent plus la barre Google que tout le monde a utilisée pendant des décennies. Là. Tout le monde passe par Gemini. Alors lui, il a tout de suite sorti Gemini parce qu'il avait 2 coups d'avance. Bien sûr. Mais c'est pour montrer la vitesse à laquelle le on va consommateur... plus facilement sur une IA maintenant que sur un moteur de recherche. Comme disait David, de plus en plus, pour tout et des bêtises, on se sert de ce Et d'ailleurs, faire attention parce que certains tombent même amoureux des IA. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça arrive aussi. Bon, Dieu nous préserve. On parle start-up, on parle innovation. Est-ce que le Crédit Agricole, David, fait son marché sur Rent ? Est-ce que vous êtes tout le temps en recherche ? Vous pêchez les innovations Bien sûr, on est attentif à ce que proposent les startups et d'ailleurs les éditeurs de la place aussi qui sont pas avares d'innovation. Il y a deux par rapport à la question que vous avez posée, il y a deux limites. Je vais faire un peu le pénible parce que évidemment ça va être une révolution et je suis d'accord que ça va transformer de façon très très forte tous nos métiers. Il y a quand même deux limites. La première, c'est la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui a besoin de se nourrir de données, d'informations, pour être capable d'être pertinente et de rendre son service. Et en fait, on est dans des métiers où les données ne sont pas toujours bien gérées, bien propres. On est dans des logiciels métiers qui sont parfois un peu permissifs, qu'on n'a pas toujours bien utilisés, etc. Donc, et on le voit bien d'ailleurs quand on migre d'un système à l'autre, souvent c'est très pénible parce que justement, la donnée, finalement, elle est pas bien gérée. Et donc, l'IA aura de la valeur pour nous à partir du moment où nos systèmes de base, en fait, seront déjà carrés, sécurisés, propres. Et ça, c'est important parce que quand on veut, par exemple, créer des chaînes événementielles pour alerter les clients, faire de la maintenance applicative dans les immeubles, rendre en property management des services aux occupants, faut aller récupérer l'information. Donc, est-ce qu'on l'a capté ? Est-ce qu'il y a de l'IoT dans les immeubles ? Est-ce que cette information, on a été capable de la migrer dans les bases de données de l'ERP ? Est-ce qu'elle est rangée au bon endroit ? Est-ce qu'elle a été nettoyée ? Donc, si ce travail-là n'est pas fait, j'allais dire l'intelligence, c'est comme un espèce de moteur qui n'a pas de carburant. Donc c'est un problème de process en fait qu'il faut mettre en place. Donc c'est des process et c'est des données qui doivent être propres à la base. Et aujourd'hui, dans nos métiers, on peut le dire, on n'est pas forcément les plus clean sur justement la qualité de la donnée. Bon, donc ça, il faut d'abord qu'on monte en compétence là-dessus. Et souvent, il y a des startups qui viennent, qui ont des idées qui sont vraiment performantes. C'est pour ça que tu disais, à un moment donné, ils viennent et ils ont plutôt des très bonnes idées. Et peut-être que la maturité de qui nous sommes aujourd'hui n'est pas suffisante finalement. Donc si tout allait bien dans le meilleur des mondes, ce serait génial. Et en réalité, on se rend compte que c'est difficile. La deuxième chose, c'est que tout ça coûte de l'argent et on ne peut pas se permettre d'avoir un chapelet de solutions, à la fois parce que chacune coûte,
Et donc, à la fin, dans les cabinets, dans les agences, à un moment donné, il y a nécessité d'aller chercher de la rentabilité, surtout dans des périodes qui sont difficiles. Donc, du coup, on limite le nombre de solutions qu'on est capable d'avoir. Et puis, surtout, plus on a des solutions, plus, en fait, il faut les intégrer les unes avec les autres. Il y en a une qui fait ça, il y en a une qui fait ça, il y en a une qui fait ça. À la fin, à la fois le gestionnaire et le client, il veut quelque chose quand même de linéaire. Il veut un process de A à Z. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ça nous coûte encore plus cher, c'est-à-dire il faut à la fois acheter les solutions, mais il faut en plus les intégrer en termes informatiques dans notre écosystème. Donc c'est pour ça que parfois on adorerait utiliser des choses qu'on voit sur le marché, et honnêtement avec un bénéfice interne, un bénéfice client évident, mais pour des raisons de coût, pour des raisons de qualité de données, pour des raisons de prix des projets à mener, ou de difficultés aussi de déploiement et de transformation de nos process. Bon, parfois on est limité. Donc c'est vrai que on va chercher peut-être 10%, peut-être 20%. Honnêtement, je pense pas beaucoup plus de ce qu'on pourrait aller chercher en termes d'innovation pour ces raisons-là. Par contre, bon, alors ça c'est la partie verre à moitié vide, verre à moitié plein. Je pense que on a tous fait justement ces efforts. On est en train de faire ces efforts pour être justement capable de tirer le meilleur parti de ces solutions-là. On est tous passés sur des solutions SaaS, on a tous, je pense, nettoyé nos données dans nos outils, etc. Et donc, je pense que ça va s'accélérer parce que je pense que tout le monde a fait une grosse partie de l'effort. On le voit bien, ne serait-ce que pour, par exemple, faire des extranets intelligents pour les clients. Il faut que les données qui vont être projetées aux clients soient propres dans nos systèmes d'information. Sinon, l'extranet, il dit rien du tout ou il dit des bêtises. Et donc, on a tous, en développant des outils digitaux, travailler sur la qualité des informations qu'on a, développer la qualité des informations. Et avec toutes ces informations, du coup, on va être de plus en plus intelligent et on va proposer de plus en plus de choses facilitantes pour nos clients. Et c'est pour ça que pour ça que je disais tout à l'heure, on est à un carrefour entre l'IA, la digitalisation et la donnée. Tout ça, finalement, ça fonctionne ensemble. C'est des choses différentes, c'est des réalités différentes, mais finalement, ça fonctionne ensemble. Et on a pris, je pense, pas mal d'avance dans le secteur depuis quelques temps, mais on vient de loin. Et donc, il faut nous laisser faire le chemin complètement pour tirer vraiment parti des innovations. Je pense qu'il y a vraiment des équipes qui ont eu des idées assez fortes et qui sont peut-être venues trop tôt par rapport à la. Par exemple, vous avez des exemples à nous donner que vous avez en tête ? Oui, enfin, je pense que par exemple, tout ce qu'on a proposé, il y a, moi, je me rappelle d'une start-up il y a 10 ans qui voulait numériser tous les dossiers locataires. Justement, travailler sur la solvabilité à l'entrée, etc., qui nous fait gagner beaucoup de temps, parce que ça veut dire qu'un dossier peut être... un client peut voir un bien sur un portail, être routé sur une application où il va télécharger ses pièces, qui va lui donner un avis de solvabilité, il va pouvoir placer un rendez-vous de visite, etc. Bon, donc tout ça, c'était déjà, entre guillemets, possible il y a 10 ans, et on aurait voulu le faire, on n'était pas prêt. Et aujourd'hui, on voit qu'en réalité, ça devient pas un standard, on va dire aujourd'hui, mais quasiment, c'est-à-dire que c'est facile. Et d'ailleurs, les clients s'attendent à ça. C'est-à-dire que je vais sur le site de Doctolib, je prends un rendez-vous avec un spécialiste la semaine prochaine. Je ne comprendrai pas pourquoi, avec une agence immobilière, je ne peux pas faire la même chose. Donc, il y a des standards de niveau de service qui sont créés par les autres services avec lesquels on vit au quotidien. Et évidemment, le client, il s'attend à avoir exactement le même niveau de service chez son administrateur de biens, chez son agent immobilier. Et je pense que les efforts qu'on a faits depuis une dizaine d'années commencent à payer. Et quand vous regardez les applications qu'on est capable de sortir dans les différents réseaux, on commence effectivement à rattraper ce retard, mais honnêtement, on vient de loin. Et quand vous dites les efforts commencent à payer, c'est en termes de retour sur investissement au niveau des clients. Vous avez déjà des indicateurs qui vous permettent de mesurer Alors, on a des indicateurs déjà de réalisation, c'est-à-dire, comme tu le disais, on a des clients qui rentrent en contact avec nous 24/24, que ce soit
je parlais des locataires. Donc ça, c'est quantifiable, ça vous mesurez. Ça peut être à un moment donné des propriétaires qui viennent consulter leur compte, qui viennent faire des demandes, etc. Donc ça, on peut le consulter. On le voit dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait avec les clients, puisque, pour faire simple, 90% des réclamations qu'on entend dans les enquêtes consommateurs viennent autour de la relation qu'on a avec eux. Vous n'étiez pas disponible, vous aviez dit que vous me donniez telle information, vous ne l'avez pas donnée, la rapidité avec laquelle vous m'avez fourni l'information, etc. Donc on voit bien que bien gérer la donnée, avoir des outils intelligents qui permettent d'informer le client de façon proactive ou de mettre à disposition d'outils digitaux de l'information, c'est forcément au cœur de ce qu'attendent nos clients. Et ça, on le mesure dans les indices de satisfaction, dans les retours, les verbatims. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est extrêmement attendu et que tous les efforts qu'on fait pour être au rendez-vous vont vous faire gagner à la fois des points de satisfaction, mais aussi du temps au quotidien. Parce que quand vous avez, par exemple, un portail qui ne marche pas sur une résidence, si vous êtes capable très vite d'envoyer un SMS, un email le matin, avant même qu'une certaine personne s'en soit rendu compte sur un immeuble, c'est autant d'appels que vous avez en moins. D'abord, c'est autant d'insatisfaction de quelqu'un qui va dire tiens, ça marche pas, quelqu'un qui va dire bah oui, je le sais, j'ai été prévenu, et puis c'est autant d'appels en moins dans l'agence. C'est-à-dire que quand vous avez à un moment donné une résidence avec 200 personnes et un portail qui va pas, ou un désordre important, un désordre de sécurité, etc., vous avez prévenu, vous avez été capable de dire que l'intervention allait être planifiée. Quand l'intervention a été réalisée, vous informez que l'intervention a été réalisée. Bon. Donc ça, c'est des appels qu'on n'a pas. Donc ça veut dire que c'est du temps de gestionnaire, c'est de la satisfaction pour les occupants. Et puis c'est du temps que le gestionnaire ou un assistant va pas passer au téléphone à dire 50 fois, en effet, vous inquiétez pas, on est au courant, vous inquiétez pas, l'intervention a lieu à 16h, etc. Donc vous voyez que c'est des choses, alors je suis désolé, je prends des exemples très, très basiques, mais notre métier... Non mais au moins ça parle, ça nous parle. Notre métier, c'est de traiter des sujets basiques pour les clients, pour que les clients soient satisfaits. Et vous voyez que c'est des cas comme ça où justement on accélère l'information client, on est proactif sur l'information client. Je parlais de la maintenance prédictive, être capable de détecter qu'un ascenseur va se mettre en panne ou qu'un élément de sécurité est plus actif et être capable d'aller, avant même que les clients s'en aperçoivent, réparer le désordre, eh bien ça, c'est de la satisfaction client. Et c'est aussi, encore une fois, une planification du travail. On est capable de faire ça de façon sereine et d'anticiper. Donc ça, c'est tout ce que nous apporte l'information qu'on est capable de capturer. L'intelligence artificielle va accélérer le traitement de cette information et la digitalisation va mettre à disposition de manière proactive, mais de façon générale, va mettre à disposition l'information pour les clients. Justement, alors pour rebondir, vous, Jérôme, à votre échelle, parce que là, on parle d'un gros groupe, vous êtes professionnel de l'immobilier avant d'être président adjoint de la FNIM. Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez également sur le terrain avec vos clients, ce qu'on est en train de se dire ? David a fait de la pub pour Greenlock, donc je suis ravi, puisque on est dans ces outils de CRM, service location, on est vraiment dans des problématiques très, très, très actuelles pour les agences. Il est évident que, Bérénice, vous me ramenez sur mon rôle d'agent immobilier, mais il est évident qu'aujourd'hui, un agent immobilier ne peut pas prendre en compte l'innovation, ça on est bien d'accord. Il a besoin de cette innovation pour être au niveau des standards, des attentes de ses clients. Il a souvent des équipes qui sont réduites. Il est parfois multisite, donc il a besoin, dans son organisation, pour être encore une fois au niveau de ses standards, de s'appuyer sur cette innovation. Elle peut être... alors, il y a évidemment tous les gros éditeurs de logiciels qui l'aident à s'accaparer l'innovation, à s'accaparer des standards.
Il y a des outils qu'il découvre au RENT ou qu'il découvre par sa recherche qui lui permettent aussi d'avancer. On le voit aujourd'hui, des innovations assez fréquentes et très plaisantes. C'est toutes ces améliorations sur l'image, sur le rendu des visuels dans les annonces, sans trafiquer l'image ou sans la travestir. Il est facile d'équiper un appartement avec 2-3 meubles, une plante et un peu d'aménagement. Et tout d'un coup, on voit que ça génère du lead complémentaire. Et ça, c'est dans son quotidien. Tous les outils d'aide au compte-rendu de visite, c'est des outils immédiats qui sont rapides. David en parlait tout à l'heure. C'est très factuel pour le consultant. Tous les outils d'aide dans la construction d'un avis de valeur, en 3 clics, avec de l'expérience du terrain, il arrive à avoir quelque chose de vraiment construit et de vraiment professionnalisant. Donc, tous ces outils-là, il se doit de se les accaparer et d'en faire sien dans son quotidien. La FNIM, elle a un rôle dans tout ça, c'est d'emmener tous ces adhérents, tous ces professionnels dans ces nouveaux outils innovants, c'est de construire aujourd'hui des formations avec l'ESI sur les outils qui existent. L'IA, évidemment, en fait partie. C'est aussi, comme le disait Stéphane, la difficulté de faire rencontrer les innovations, en tout cas de faire que ce marché rencontre les innovations, que les innovations rencontrent ce marché. Donc nous sommes les utilisateurs, donc à nous de détecter les besoins pour faire part de ces besoins au monde de l'innovation pour qu'enfin ces deux mondes se rencontrent et qu'on puisse trouver des financements et que tout ça puisse trouver du sens et en tout cas accélérer la recherche de ce marché de professionnels qui a vraiment des besoins. Et souvent, les innovations, elles tombent d'elles-mêmes, malheureusement, parce que les professionnels n'ont pas été sensibilisés à ces innovations. On n'a pas été en capacité de les introduire sur ce marché. Donc, nous, on a vraiment, la FNIM, un rôle à jouer sur cette chambre d'écho, dans le faire connaître, le faire savoir. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est dans ce beau projet qui commence à trouver sa réalité, dans Propulse, qui est construire un fonds institutionnel pour que, à la fois, ce monde puisse, ce monde qui est le premier concerné puisse apporter du soutien financier et que ce monde qui est aussi le premier concerné puisse aider des modèles à trouver vite leur rentabilité pour que finalement, dans cette rencontre des 3 mondes, la finance, les usages et l'innovation, on arrive à sortir finalement des innovations dont on a besoin sans qu'elles sortent trop tôt, sans qu'elles sortent trop tard, mais on le voit bien, l'incertitude politique que l'on a, l'incertitude économique que l'on voit. Le monde, il continue à avancer. On est prêt à investir dans des solutions qui sont identifiées comme étant comme pouvant répondre à des besoins. À nous de le prouver, et c'est tout le challenge qu'on est en tout cas en train de mettre en place. On a les besoins, on a l'innovation, on a les financements, à nous de construire l'outil et qui finalement fait qu'ensemble, toute cet orchestre puisse jouer ensemble d'une même partition. Stéphane, le tsunami est en route, la révolution est en marche. Vous allez justement porter la voix de cette innovation au sein du secteur de l'immobilier, puisque vous êtes devenu, on le disait en début d'émission, ambassadeur de l'IA auprès du ministère, c'est ça, du numérique. Clara Chapas qui a lancé cette initiative, je crois, au début de l'été, une initiative qui s'appelle Oser l'IA, et qui, dans toutes les différentes industries de ce pays, ils ont sélectionné 300 ambassadeurs. Je crois qu'ils avaient reçu près de 2700 candidatures. Et donc, dans chaque secteur, ils sélectionnent des ambassadeurs pour justement essayer d'évangéliser, d'apporter auprès de son industrie des solutions, matière à réfléchir, à débattre, proposer des choses. Donc, elle a lancé ce grand programme lundi. Et on sera le 22 septembre à Bercy, au ministère de l'économie, pour justement commencer à regarder quels événements, quels applicatifs, quelles différentes options on peut poser, chacun évidemment dans son industrie. Donc, en tout cas pour Rennes, que je représente, au-delà de ma personne, c'est évidemment, ça fait sens, et c'était le prolongement naturel. Ouais. Donc, affaire à suivre. Vous nous raconterez ce qu'il en est en tout cas. Et on va terminer alors avec Propulse, ce fonds inédit porté par la FNIM. Alors, si je ne me trompe pas, c'est en partenariat avec Baltis, Magellim et la Fresh Promtech. On ne crée pas un fonds financier institutionnel comme ça. C'est compliqué.
C'est fastidieux. Compliqué. On s'appuie sur le groupe Magellim qui est une institution financière évidemment reconnue AMF. Une fois qu'on l'a dit, j'allais dire, tout reste à construire. Le principe est simple, il est de réunir l'écosystème de l'innovation, dont la French PropTech fait partie, dont peut-être Stéphane Scarella fera partie. En tout cas, c'est un vœu que l'on souhaite, c'est de réunir le plateau le plus large possible pour faire du sourcing. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié les entreprises, les idées innovantes auprès des professionnels avec les besoins identifiés, eh bien il faut coacher, il faut animer, donc il faut construire un studio, un accélérateur qui anime finalement cette innovation auprès du monde des professionnels. Donc c'est un projet qui était dans le programme, dans la campagne de Loïc Quentin, fédérer, innover, défendre. On est sur la séquence innovation. Cette idée, elle est venue tout simplement du fait qu'on ne peut pas porter l'innovation sans un soutien financier. On a beau avoir les plus belles idées, on l'a fait, on a essayé de le faire au niveau de la FNIM par le passé. C'est-à-dire qu'on rencontre des start-upers, on rencontre des jeunes entrepreneurs, et puis on leur promet que leur idée est belle, et on se dit, on va parler de vous. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, on n'est pas à la hauteur de nos promesses parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on ne s'organise pas. Et comme le disait Stéphane, finalement, ces entreprises qui avaient des belles idées, elles tombent malheureusement parce qu'elles n'ont pas rencontré leur marché. En tout cas, on n'a pas mis les moyens pour les faire vivre et faire en sorte qu'elles deviennent rentables. Et donc, on a pris l'angle du financement en se disant, finalement, ces entreprises, une fois identifiées, ce qu'elles ont besoin pour vivre et pour être accompagnées, c'est de trouver un financement. Donc on est en train de construire ce véhicule financier. Quoi de plus intéressant quand j'ai mis un petit billet dans un projet que finalement de la soutenir et de penser à elle quand je dois prendre des solutions et quand je dois faire des choix sur les innovations à intégrer dans mon entreprise. Donc c'est le choix que l'on a fait et c'est ce qu'on est en train de construire. Ah, c'est bien. Eh bien, merci messieurs. Vous reviendrez nous en parler Avec grand plaisir. Quand vous en aurez l'occasion. Merci. On le voit, donc l'innovation dans l'immobilier n'est pas un gadget, c'est une véritable transformation profonde. Elle peut être un véritable levier justement pour gagner en efficacité, améliorer la qualité de service et renforcer la confiance des clients notamment. Mais elle doit être maîtrisée et accompagnée pour être adaptée aux réalités du terrain. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve pour la dernière table ronde. On va parler politique à 17h sur le Hub FNIM. Top chrono, ça continue.